Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La Pensée et les Hommes de ce soir et je vous remercie pour votre fidélité. Je vous propose à notre émission d'aujourd'hui une petite leçon de critique historique à propos d'un des événements marquants de l'histoire contemporaine. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Je vous retrouve avec mon invité après notre générique. Eh bien, le grand événement historique que j'évoquais il y a un instant, c'est la bataille de Waterloo. Et pour nous en parler, j'ai invité aujourd'hui M. Bernard Coppens, qui est l'auteur d'un ouvrage intitulé « Les mensonges de Waterloo, les manipulations de l'histoire enfin révélées ». Nous allons voir de quoi il s'agit dans un instant. Votre livre est paru aux éditions Jourdan. Alors nous savons bien que l'Empire français s'effondre à Waterloo, Napoléon est battu, mais s'il est battu, c'est par sa propre faute. La faute revient à lui-même et pas tellement aux forces de ceux à qui il était confronté. C'est un peu ça le message que vous livrez à travers votre livre. Alors, il est battu, il a menti, mais ça, vous allez nous l'expliquer dans un instant. Oui, c'est-à-dire que effectivement, la bataille de Waterloo, dont tout le monde sait depuis longtemps que c'est une défaite, a été une des batailles la plus étudiée dans toutes les académies militaires du monde. Et en fait, tous ceux qui l'ont étudiée, tous les généraux qui se sont formés leur esprit dans le culte de la pensée stratégique napoléonienne, ont toujours travaillé sur des données fausses. Et ce qui me paraît quand même quelque chose d'assez dommageable pour la formation de l'esprit et surtout de l'esprit des militaires. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que Napoléon avait écrit 3 récits de la bataille de Waterloo. Donc un premier récit 2 jours après la bataille, et puis 2 récits qu'il a rédigés et dictés à Sainte-Hélène quand il était prisonnier des Anglais et quand il avait eu connaissance des travaux anglais, et donc il savait exactement ce qui se passait de l'autre côté. Et aussi curieux que ça paraisse, personne avant n'avait comparé les 3 récits et avait essayé, à partir de la comparaison de ces 3 récits, de tirer les leçons de l'histoire. Et en fait, en travaillant comme ça, on voit que Napoléon s'est trompé lourdement à Waterloo, et notamment sur l'endroit où il se trouvait, et surtout sur l'endroit où se trouvait son adversaire, c'est-à-dire Wellington. Donc il a commis, par exemple, une erreur de lecture de carte. C'est quelque chose qui est passé tout à fait inaperçu, alors que sur le terrain, bon, n'importe quel militaire aujourd'hui un peu conscient de ce que peuvent être les réalités de la guerre reconnaîtra quand même que le fait de se tromper dans la lecture de la carte, c'est quand même une lourde erreur. C'est quand même étonnant de la part d'un général aussi prestigieux. Il a remporté des tas de batailles, Napoléon, et puis il se trompe à Waterloo. C'est curieux, c'est étonnant cela. Est-ce qu'il avait trop confiance en lui? Il a toujours eu vraiment trop confiance en lui. Ça, c'est en fait, et ça, c'est une remarque que font même les grands admirateurs de Napoléon, des gens comme Frédéric Masson ou Henri Housset, disent que Napoléon avait un petit travers, c'est qu'il pensait que ce qu'il imaginait était la réalité. Donc, il n'avait plus le vrai sens de la réalité.
Oui, oui, je vous en Oui, prie. et en fait, ce que j'ai voulu montrer quand même aussi dans ce livre, c'est que Napoléon, à un moment, a voulu devenir le maître du monde. Et ça, il l'avoue d'ailleurs lui-même en 1814, il dit « j'ai voulu être le maître du monde, mais etc. » Et en fait, je crois qu'on ne sort pas indemne de ce genre d'aventure, quoi. Je crois que ça provoque un certain dérèglement et que donc Napoléon n'était plus conscient de la réalité des choses. Alors, visiblement, à Waterloo, Napoléon est mal informé, et ce qu'on peut dire, il s'est mal informé. Il y a les cartes de Ferraris, mais ça ne correspond pas exactement Oui. au terrain. Il ne sait pas très bien où est l'adversaire anglais. Il ne songe pas un seul instant que les troupes de Blücher n'ont pas été écrasées à Ligny et reviennent pour faire jonction avec les troupes de Wellington. Est-ce qu'il ne s'est pas abusé lui-même? Oui, il s'est abusé tout le temps. Mais dès le départ, d'ailleurs, le fait de croire qu'il avait une chance, personnellement, je ne pense pas, mais on ne peut pas réécrire l'histoire. Moi, j'essaye simplement de voir comment l'histoire a Mais été les Français étaient écrite. plus nombreux que les Anglais à Waterloo. C'était à peu près la même À peu chose, près mais de force égale. à partir du moment Oui, où les Allemands, où les les Prussiens. Prussiens arrivent, évidemment. Mais bon, ça c'est ça, l'art, ça a toujours été l'art de Napoléon, c'est devenir plus nombreux sur un point donné, même s'il était en infériorité numérique. Hein, on dit Oui, la force de Napoléon, c'est de rassembler sa force et de venir à l'endroit où les autres sont moins nombreux. Et ici, ça s'est retourné contre lui. Et ça s'est retourné contre lui parce qu'il a commis l'erreur de ne pas étudier suffisamment précisément le terrain, de ne pas être informé par ses espions, par ses informateurs. Oui. C'est quand même un minimum, quand on fait de la stratégie militaire, de bien savoir sur quel terrain on opère. Oui, mais Napoléon avait pas mal de présomptions, je dirais. Hein, et évidemment, comme les généraux autour de lui, bon, parce qu'il y a des gens qui me disent « mais ça n'est pas possible que Napoléon se soit trompé ». Et puis, il avait des géographes avec lui dans son état-major. Mais qui aurait osé lui dire « sire, vous vous trompez ». Ah, voilà la raison. Ah, oui, oui, profond. Oui. Donc, les généraux, les gens tout à fait compétents, comme Ney, Moreau, etc., n'osent pas lui dire qu'il se trompe. Bien sûr, parce que, et ça, on le voit dans les mémoires avant dans l'histoire, si quelqu'un vient lui faire une remarque, il l'écrase. Donc on n'ose pas vraiment venir dire à Napoléon. Donc Napoléon a son idée. Napoléon est connu pour son coup d'œil, en fait, parce qu'à l'époque, les cartes, on s'en servait pour les grands mouvements stratégiques, pour savoir où sont les rivières, où sont les villes, où sont les grandes chaussées par lesquelles peuvent passer l'artillerie. Mais sur le terrain, ce ne sont pas des cartes d'état-major comme aujourd'hui, ce sont des cartes chorographiques, c'est-à-dire des cartes de province. Donc le détail du terrain, en plus on sait que bon, la carte est aussi âgée que lui, hein, pratiquement. Bien Donc sûr. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées et il ne fait pas attention, il fait attention à son coup d'œil. C'est ça vraiment la supériorité qu'on lui reconnaît. Mais ce jour-là, il n'était pas bon. Et alors ensuite, il a menti. Alors évidemment, les historiens anglais l'ont laissé mentir un peu parce que ça donne aux Anglais le panache de la victoire. C'est assez dommage de devoir reconnaître qu'on a été vainqueur parce que l'adversaire s'est montré pitoyable. Or, Napoléon ne dira jamais qu'il s'est trompé. À Sainte-Hélène, il va justifier en quelque sorte sa stratégie. Oui, mais ça c'est entièrement normal. Je ne vois pas, j'imagine pas, et je crois qu'on ne peut même pas lui en faire grief, puisque, bon, il s'est trompé, il ne va pas le dire, évidemment. Mais les Pourquoi historiens... il est perdu là, sur une île de l'Atlantique. Oui, mais il a toujours les idées dynastiques. Hein, et pour lui, son fils va reprendre le pouvoir, et son pouvoir est basé sur son génie militaire. En fait, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Donc, s'il va dire, à Waterloo, j'ai pas été bon... alors il n'est plus un homme supérieur et donc la légitimité de son fils n'existe plus. Donc ça, il ne peut pas le faire, bien sûr. Mais c'est les historiens, eux, auraient dû être un peu dégagés de cette emprise napoléonienne qui est encore très très présente et qui fait qu'on ne voit pas parce que ça fait vraiment écran. C'est l'image du génie, alors que je pense que c'était un homme très doué sur le plan militaire, mais un homme quand même. Eh bien, Monsieur Coppens, je vous remercie infiniment pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Je recommande à ceux qui nous ont suivis et qui se passionnent pour l'histoire et en particulier pour l'histoire militaire, je recommande la lecture de votre livre, Les mensonges de Waterloo, les manipulations de l'histoire enfin révélées,
publié aux éditions Jourdan. Grâce à vous, nous avons fait une petite leçon, nous avons pris une petite leçon de critique historique ce soir. Merci beaucoup. Madame, mademoiselle, monsieur, merci. À bientôt et bonne nuit.